Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation, au numérique et à la tech responsable. Il est encore temps pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis vraiment ravie, sincèrement ravie de la commencer à vos côtés. Et aujourd'hui, une émission spéciale Innovation 2026 avec des invités, tenez-vous bien, qui rentrent du plus grand salon international de l'innovation à Las Vegas. Alors, quelles seront les innovations qui vont réellement transformer notre quotidien cette année? Comment serons-nous soignés et à quoi ressemblera la maison du futur? Autant de questions que nous allons explorer avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Innovation 2026, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, un grand témoin tout juste de retour de Las Vegas où se déroulait un des plus grands salons au monde dédié aux nouvelles technologies, le Consumer Electronics Show. Bonjour Mathieu Deboeuf-Rouchon, vous êtes expert des sujets d'innovation et de transformation digitale chez Capgemini. Vous êtes un habitué du salon de Las Vegas et vous avez encore un petit peu le sommeil dans les yeux et vous avez même publié un guide pratique pour appréhender la visite de ce salon monumental. Et pour commencer, j'aimerais que vous fassiez voyager nos auditeurs dans ce voyage dans le futur, on va dire, on peut l'appeler ainsi, d'où vous revenez fraîchement. Un temple de la tech, je pense qu'on peut appeler ça ainsi, de la tech et de l'innovation. Il faut imaginer que Las Vegas, c'est une très très grande ville et le Consumer Electronics Show va se positionner sur plusieurs zones de la ville. C'est tout Las Vegas qui devient le salon de l'innovation. On va y voir des voitures, on va y voir des écosystèmes mobiliers, donc des chaises connectées, des lits connectés. On va y rencontrer des startups, on va y parler santé, mobilité, durabilité et exosquelette. Enfin voilà, on mélange le produit à destination du consommateur final, mais on y parle surtout industrialisation, intégration technologique, logiciel, donc software, intelligence artificielle bien sûr. C'est le salon d'un champ des possibles et qui nous permet de mettre un plein pied dans le futur. Et on peut dire, oui, vous avez été dans le futur là pendant une semaine, vous avez été quoi, dans 5 ans en avant, 10 ans en avance? Et c'est l'avantage et l'inconvénient du CES. On va y parler intelligence artificielle par exemple, mais il va y avoir des startups qui sont des projets de recherche et puis il va y avoir des Samsung ou des LG qu'on a tous dans notre quotidien et qui ont des éléments parfaitement intégrés avec de l'IA déjà bien intégré dedans. Donc on va y couvrir tous les sujets et toutes les maturités, donc 2-3 ans et 5-10 ans pour voir un futur possible, probable et souhaitable. Alors les grandes tendances, alors on va parler d'intelligence artificielle à travers cette émission, mais en termes d'usage, on va vers quoi? Quelle relation on va avoir aux objets concrètement? La même que celle qu'on a aujourd'hui, à la différence près qu'il y a quelques années, la connexion était visible. On achetait le patch qu'on se mettait sur soi pour piloter son diabète, par exemple. La technologie aujourd'hui est plus diffuse, elle est plus fondue dans notre environnement. Donc, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on subit moins la technologie, on la ressent moins. On avait vu il y a quelques années, en 2017, Alexa arriver dans notre environnement, cette capsule à laquelle on parle, et on échange. Hello Alexa, donne-moi la météo. Il n'y avait rien de fou. Et maintenant, en réalité, on parle à notre frigo, on parle à notre télé, on parle à notre écosystème personnel, on parle potentiellement donc à notre environnement. Alors, c'est diffus, c'est moins visible, mais c'est souvent plus accepté et donc plus utilisé. Moins la technologie est visible et plus l'usage sera fort. Alors parlons-en concrètement, on va parler à différents objets qui sont dans notre cuisine ou notre salon. Dites-nous concrètement à qui vous avez pu parler et comment justement vous avez pu interagir avec les objets de notre quotidien. Alors, grand classique, vous avez votre iPhone. On a un iPhone et dès qu'on s'approche de sa serrure, on va pouvoir avoir, typiquement, ça va s'ouvrir automatiquement. Donc il y a une encryption qui va se faire, on va envoyer un signal, on va pouvoir connecter. On va discuter avec Amazon, on va discuter avec Samsung. Alors ils étaient dans une suite, ils présentaient quelques objets connectés nouvelle génération. On va discuter avec sa télé, on va pouvoir échanger avec tous ces acteurs. Mais ça on le fait un petit peu déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va leur demander de plus? Ça veut dire qu'ils vous connaissent? Alors ils vont nous connaître parce que accessoirement aujourd'hui c'est surtout de la connexion et les données qui vont s'échanger. Mon environnement me connaît, c'est-à-dire il sait que je pèse tant parce que je me pèse sur la balance WeThings tous les matins et puis je vais avoir un check-up santé automatiquement avec cette balance. Donc je vais la prendre par les poignets, je vais tirer un petit câble, je vais me peser et puis il y a avoir plein de facteurs qui vont être analysés. Le poids, l'impédance, le rythme cardiaque et tous ces éléments. Et donc on va pouvoir finalement se dire tiens, c'est enregistré dans mon iPhone, mais ça va communiquer. Donc par défaut, si je fais une séance de sport par exemple, on va me dire ce soir tu peux manger ça, ça et ça. Donc il va y avoir tout finalement un continuum qui va se créer et qui fait que
nous sommes émetteurs de données en tant qu'être humain, sportive, du poids, de facteurs d'éléments de santé, et puis on va pouvoir les partager. Et donc par défaut, une fois qu'on va pouvoir s'asseoir pour manger tranquillement, on va dire là tu peux consommer tant de kilocalories. Alors ça veut dire que mon réfrigérateur après une séance de sport est connecté et va me dire si je peux ou pas manger un cheesecake après une séance de sport. Je pense qu'on aura encore le libre arbitre, je l'espère. Oui. En tout cas, il y aura une recommandation forte à avoir, et c'est une des thématiques de ce CES. On n'y parle plus seulement de santé, mais de longévité. Et donc c'est en cela que c'est intéressant. Tout va pouvoir être interconnecté. On a encore, entre guillemets, notre libre arbitre. J'espère qu'on va, on va le garder. Mais en tout cas, dans un champ des possibles à 5-10 ans, ces écosystèmes que l'on voit aujourd'hui, qui nous paraissent futuristes, seront comme des éléments comme Alexa en 2017 ou 2016, complètement intégrés dans notre environnement. Ouais, donc on va se laisser glisser néanmoins dans ces nouveaux usages. Alors vous le dites à demi-mot, la santé occupe une place de plus importante, notamment pour beaucoup d'industriels et de start-up. C'est quoi les innovations spectaculaires que vous avez pu observer? Alors spectaculaire... le fameux galet, on peut en parler. Le fameux galet qui était une innovation qui était présentée l'année dernière au CES, qui est revenu cette année sous d'autres formes et qu'on peut positionner dans son toilette. C'est WeThings qui l'avait présenté et qui fait une analyse d'urine automatique chaque fois que l'on va aux toilettes. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très intéressant pour un check-up quotidien. Bon, néanmoins, on voit que en Europe, en France, on a encore des grandes passerelles non imperméables entre la donnée. Donc ça, c'est très pratique. Néanmoins, il y a plein de choses de ce type-là pour notamment aussi Tombot. Alors Tombot, c'est imaginer une start-up qui présente un chien comme une peluche que l'on va pouvoir caresser, avec laquelle on va pouvoir interagir, et qui va permettre notamment pour des personnes qui seraient isolées, seniors, à domicile, retraités, d'être remises en situation active si on voit que la personne est dans ses pensées et n'a pas forcément eu d'action régulière. C'est aussi une dimension de sécurité, savoir s'il y a une chute, etc. Les exosquelettes, très présentes dans la santé, qui cette fois sont moins waouh en termes d'effets, mais qui sont très intéressantes. Oui, Robotics, 19 secondes. L'exosquelette a compris notre démarche et est capable de nous assister pour monter des escaliers, faire du sport, faire des séances de running. Donc en fait, aujourd'hui, ce sont ces sujets-là. Alors Tombot, parce que c'est de la perception à domicile pour les personnes âgées. Les exosquelettes, parce que ça permet à tout type d'âge d'éviter les troubles musculo-squelettiques. Et puis Sense Biotech, alors là c'est de la deep tech pure, et c'est l'analyse des odeurs pour identifier une ou plusieurs pathologies liées au changement d'odeur corporelle. Alors Mathieu, en vous écoutant, on est fasciné parce qu'on est dans un futur où on oublie effectivement toutes les problématiques réglementaires. Néanmoins, on est observé à la loupe et on n'a plus aucune zone de liberté. Je pense le jour où les données vont se déverrouiller, si mon assureur sait que j'ai telle ou telle pathologie, je risque d'être moins bien assuré. C'est un des sujets qui a laissé planer... c'est un des sujets récurrents qui revient sur ces éléments, il ne faut pas non plus le nier. Pour l'instant, les silos sont très hermétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange à proprement parler, sauf acceptation propre de nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. Mais en l'état, il y a une passerelle qui est complètement imperméable. Donc, ne l'oublions pas. Il faut le souhaiter, parce qu'effectivement, ça laisse entrer dans une autre dimension. Alors, on va quand même continuer à rêver. En termes de mobilité, vous avez vu des véhicules et des usages complètement disruptifs. Racontez-nous un petit peu dans quoi vous avez voyagé. La mobilité au CES, on appelait ça d'ailleurs le Consumer Electronic Show, mais aussi le Cars Electronic Show, parce que le CES, c'était le temple de la voiture connectée et de la mobilité de demain. Ça change un petit peu cette année, avec, depuis quelques années, avec finalement une revanche des intégrateurs technologiques. Ceux qui font des puces, ceux qui font des capteurs, ceux qui offrent des nouvelles capacités d'affichage dans la voiture. Et les voitures sont le réceptacle finalement de cette intégration. On va avoir Valeo qui a présenté un système d'affichage tête haute et qui permet notamment, sans quitter les yeux de la route, d'avoir une vue sur différents indicateurs de la voiture. On va avoir des sociétés comme Zoox ou Waymo qui ont présenté des voitures, des capsules qu'on a d'ailleurs pu utiliser. Vous imaginez que Las Vegas est une très grande ville et on a été capable de voyager dans des voitures 100% autonomes, semi-collectives, donc on était une dizaine dans la voiture et on pouvait parcourir les rues de Las Vegas directement dans ces voitures. Je pense à A-Motion par exemple, qui redéfinit les contours de la mobilité urbaine avec un scooter qui est le bon compromis entre la voiture et le scooter. Scooter fermé, avec une capacité de 200 km d'autonomie. On peut aller jusqu'à 115 km/h, donc vous voyez que c'est largement suffisant pour des villes. Et donc on peut se faufiler entre des voitures, parce que finalement cette capsule qui est sur un scooter à 4 roues permet de se déplacer directement en ville, de se faufiler, et 80 cm de large. Donc là, ça fait partie des startups
start-up de la région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui était présente au CES, qui redéfinissent les contours de la mobilité entre du Google, Amazon, etc., qui étaient présents. Alors, on sait que également, au-delà de la mobilité et de la santé, il y a la façon dont on va acheter et consommer avec le magasin du futur. À quoi il va ressembler quelque part? Comment on va faire nos courses demain? Si encore on fait nos courses. Bien sûr, je pense qu'il y a encore l'acte d'achat qui est expérientiel et qui est important. Sur le CES, on voit plusieurs technologies qui vont être intéressantes dans le cadre du retail, même si le vrai salon du retail, c'est celui qui se met de la semaine d'après. Exactement. Et sur le CES, on voit beaucoup parler surtout d'éléments de la fluidification de l'expérience. C'est-à-dire que dans le parcours d'achat, l'utilisation de la donnée, de son téléphone, de la capacité à se projeter dans l'utilisation du produit, à le voir sous différents angles, à s'habiller devant un miroir par exemple, et à pouvoir essayer différents types de couleurs par des miroirs connectés. Ce sont plein de solutions qui sont présentées au CES et qui sont des formes de divergence technologique. Donc après, on va pouvoir faire cette solution plus celle-ci, plus celle-là qui vont être présentées, vont permettre de créer une solution retail 100% seamless, comme on dit, c'est-à-dire sans irritant. On va pouvoir finalement voir en magasin, racheter en ligne, être livré le lendemain. Une expérience fluide, et c'est là que c'est intéressant le CES. Alors vous avez vu aussi beaucoup de robots. Alors dans les robots, il y a deux choses. Il y a les humanoïdes, ceux qui nous ressemblent ou qui tentent de nous ressembler. Et puis après, il y a des robots sur une petite fonction en particulier. Parlez-nous un peu de ces humanoïdes. Est-ce que alors beaucoup aiment se faire peur en disant ils vont être dans notre quotidien. Voilà. On va remettre les pieds sur terre, très concrètement. À quoi ils servent ces robots et donnez-nous un exemple un peu durable et éthique du robot. Alors, il va y avoir des robots humanoïdes partout. On peut dire que cette année, c'est l'année de la robotique. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle pénètre le robot et que le robot comprend son environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Le robot, il peut nous servir à plein de choses. Il peut nous servir à décharger des courses, comme on peut le voir depuis quelques années, de notre coffre jusqu'à notre salon, même si on pourrait se dire que ça va plus vite de le faire soi-même. Et globalement, ce sont des promesses qui gagnent en efficacité, en robustesse. C'est aussi le robot qui, dans l'hôpital, va nous permettre de nous apporter les différents cachets que l'on doit prendre, ou le verre d'eau, parce que les soignants sont là, mais globalement que le robot peut le faire. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité comme on le voit chez Enchanted Tools, qui est d'ailleurs un acteur français de la robotique, qui lui a fait le choix non pas du robot bipède, mais gyropode, et qui se déplace. Alors Unitree, par exemple, qui est une marque de robot très présente également, robot bipède, donc qui marche sur ses deux pattes. On pouvait notamment, pour tester la robustesse technologique, faire un combat avec un robot et bien montrer que le robot, devant un être humain, il est capable de se pousser, de réagir, de répondre à des chocs et de pouvoir se remettre droit. Et donc, dans les cas d'usage, ils sont tous ceux qu'on voudra avoir. Par exemple, avoir une surveillance à la maison ou dans une usine, par exemple, le robot peut très bien faire ce rôle-là, équipé de différents capteurs et de caméras pour surveiller notre environnement. Donc, on parle de personnel ou de professionnel, la tendance est néanmoins un peu plus sur la dimension professionnelle et industrielle, et moins de l'acquisition, en tout cas à date, malgré ce que nous dit Elon Musk, d'un robot à la maison assistant pour le lave-vaisselle ou autre. Mathieu, qui dit innovation dit entrepreneur. Et quand on revient justement de ce voyage à Las Vegas, est-ce qu'on peut se dire que les entrepreneurs américains ou asiatiques sont mieux logés que les entrepreneurs français ? Quel est votre regard par rapport à cette approche ? Mon regard par rapport à la délégation française qui était présente sur le CES, quasiment 80 startups, on va dire 130 startups globalement réunies sous l'éthique France. Aujourd'hui, on est excessivement bien perçu, pour ne pas dire extrêmement disruptif. Et donc, quand on voit des startups comme Dracula Technologies, comme Avatar Médical, comme toutes ces startups qui étaient présentes, et on en aura un exemple juste après, on voit bien qu'on n'a pas à rougir de ce que l'on fait, qu'on est extrêmement bien perçu, et que l'écosystème français est d'un dynamisme exceptionnel. Et je pense que ça, il faut le saluer. Et alors, c'est vrai que la masse américaine ou la masse des startups chinoises qui sont présentes laisse à penser qu'ils sont peut-être plus performants, et quand on voit ce que l'on fait et la capacité d'intégration des startups françaises dans l'industrie, globalement, cette bulle d'oxygène qu'est le CES, extrêmement dynamique, qui fait fi de tout le contexte global, géopolitique ou autre, démontre que notre capacité à innover en France est plus que forte. 30 secondes pour conclure, Mathieu. Fort de tout ce que vous avez vu au CES, si vous deviez lancer une start-up aujourd'hui, où est-ce qu'il y a une zone blanche à exploiter ? Les zones blanches, il n'y en a plus beaucoup. En tout cas, si je devais, moi, personnellement, en tout cas, me positionner, la santé serait très certainement ce qui m'anime le plus dans cette longévité, c'est-à-dire vivre mieux en utilisant la technologie et être capable, grâce à elle, de pouvoir être accompagné plus longtemps en meilleure santé
et mieux vivre. Donc la longévité. Merci beaucoup Mathieu Deboeuf-Rouchon. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour découvrir une innovation qui va permettre à des personnes non-voyantes de redécouvrir ou de découvrir leur environnement. Le numérique pour tous spécial Innovation 2026, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Innovation, un entrepreneur qui va permettre aux personnes malvoyantes de recouvrir une perception concrète de leur environnement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Duchalard, CEO d'Arta France, une innovation française, oui, made in France, qui repense la mobilité et l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Rémi, bonjour. Alors, pour commencer, on va poser les bases, parce qu'on aime bien commencer par une définition et y voir clair, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisqu'on va parler de basse vision ou même d'absence de vision, combien de personnes sont concernées en France par cette problématique ? Alors, dans la basse vision, il y a 1,8 million de personnes qui sont déficientes visuelles en France. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne voit pas du tout, qu'on voit très mal ? Quelle est la perception de l'environnement que l'on a ? Justement, dans les 1,8 million, il y a ceux qui ne voient rien du tout et ceux qui ont une perception visuelle. Donc nous, en fait, on ne va pas adresser ces 1,8 million de personnes, mais en fait, tous ceux pour qui la mobilité, donc se déplacer par exemple dans la rue, est compliquée due à leur déficience visuelle. Alors, on va se projeter parce que c'est important de comprendre de quoi on parle. Même si on ferme les yeux, on sait à peu près de quoi il s'agit. Quel est ce que l'on vit au quotidien quand on est une personne déficiente visuelle et justement, qu'allez-vous apporter à ces personnes ? Alors pour vraiment se rendre compte de ce que c'est d'être déficient visuel, il faut se rendre compte qu'il n'y a rien qu'on peut faire comme avant, comme quand on voyait avant. Donc il faut tout un peu réapprendre, changer toutes ses habitudes, ses itinéraires, parce qu'en fait, par exemple, quand on se déplace, par exemple, pour aller de chez soi au travail, si notre vue baisse, il y a des intersections qu'on peut plus faire, parce qu'il n'y a pas de feu, ou ils sont pas balisés, etc. Donc en fait, il y a tout le quotidien qui est à refaire quand on est personne déficiente visuelle. Très bien. Alors vous, justement, vous allez apporter une réponse concrète pour ressentir à nouveau l'environnement dont on n'a plus la perception par les yeux. Expliquez-nous concrètement votre technologie, comment elle fonctionne et comment vous donnez à sentir, on va dire, cet environnement. Donc la technologie de Siaptic, c'est ex-Arta, c'est un clip de lunettes qu'on monte sur n'importe quel type de lunettes qui va aller capturer l'environnement. Donc en fait tout ce qui est en face de l'utilisateur, qu'il y a un mur, des personnes en face de vous, une voiture. Ces informations vont aller à une ceinture haptique, une ceinture qui se porte un peu comme une ceinture de soutien lombaire qui va aller dessiner les images sur la peau du dos. Donc c'est plein de petits picots qui vont aller dessiner les images sur la peau du dos. Un peu comme un écran, au lieu d'avoir des pixels qui envoient de la lumière, là ça envoie des petites impulsions dans le dos qui vont aller dessiner ce qui est en face de vous. Donc quand on est déficient visuel, donc dans le dos, on va sentir par exemple qu'il y a une personne en face de moi, qu'elle se rapproche, qu'il y a une voiture qui passe de la gauche vers la droite. Et en fait, cette perception, c'est pas comme nous on voit avec les couleurs, les lumières, mais c'est le relief. Et en fait, c'est ce qui est vraiment utile. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans le quotidien, c'est pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui se rapproche vers nous et qu'on va pouvoir lui parler. Donc ça veut dire que la personne qui est déficiente visuelle, donc a ses lunettes et a une sorte de petit gilet qu'elle met sur son corps pour pouvoir avoir la perception justement de ces petits picots. Comment ça se passe ? Donc c'est pas un gilet, c'est vraiment une ceinture comme une ceinture de soutien lombaire. Le grand avantage, c'est que les personnes peuvent porter leurs vêtements du quotidien parce que c'est une ceinture. D'accord. Alors vous aussi, vous étiez à ce fameux salon à Las Vegas, salon de l'innovation, où de nombreuses innovations, notamment dans le domaine médical et de la santé, ont été présentées. Vous, quelle tendance vous avez pu observer par votre prisme ? Mathieu parlait de la longévité et du bien-être. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? En fait, ce qui est énormément marqué, c'est qu'en fait, déjà, il faut se rendre compte que c'est un événement, c'est peut-être le plus grand au monde, celui qui a la plus grande visibilité internationale. En fait, il y a des acteurs vraiment de tous les pays qui y venaient. Nous, on présente nos technologies pour les personnes déficientes visuelles. Et en fait, il y a des industriels dans le BTP qui écoutaient nos discours, qui disaient, nous, ça pourrait être très utile pour améliorer la sécurité sur les chantiers. Il y en avait dans l'industrie automobile qui disaient, en fait, on pourrait améliorer le confort à la conduite ou l'aide à la conduite. Et donc, c'est génial parce que nous, on vient avec une technologie. En fait, les professionnels de chaque domaine avaient des idées comment utiliser notre technologie pour améliorer d'autres activités. Alors, on dit souvent que dans le domaine du handicap, on a des innovations qui sont un petit peu comme ce que la Formule 1 est à l'automobile, avec des choses qui après serviront en fait tous les gens qui ne sont pas porteurs forcément de ce handicap. Vous avez pu observer des choses qui demain faciliteront la vie des gens qui n'ont pas de handicap, mais qui ont besoin d'usages qui sont facilités et de facilité dans leur quotidien ?
C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de technologies de notre quotidien en fait qui viennent de l'handicap. Par exemple, les lunettes de soleil, c'était développé pour les personnes qui sont photophobiques. Donc ça veut dire qu'ils sont éblouis dès qu'il y a de la lumière. Et en fait, il y a plein de technologies comme ça. Quand on voit par exemple les assistants, par exemple Siri, maintenant on utilise Gemini Live, la version de Google avec ces assistants. En fait, c'était développé pour les personnes aveugles. Et on s'est dit, mais en fait, c'est tellement génial que c'est utile pour tous. Et en fait, on voit qu'il y a plein de technologies comme ça qui servent maintenant pour tout le monde. Et elles sont d'autant plus efficaces pour les personnes qui ont un handicap parce qu'elles servent à tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout le même budget quand on fait une technologie pour une petite population, par exemple pour un handicap spécifique, ou pour un business géant, parce qu'il y a toute la population qui est concernée. Alors vous parlez budget, je rebondis dessus. Effectivement, cette ceinture, elle peut être prometteuse. La ceinture que vous avez développée à travers Arta, elle peut être prometteuse pour beaucoup de personnes. Ça pose une vraie question. Est-ce que tout le monde peut se l'offrir ? Alors, donc déjà, il y a en France et dans le monde entier. Donc en France, ça sera moins de 10 000 euros. Et ça, c'est avant les aides. Sans les aides MDPH, donc tout ce qui est aide départementale pour le handicap, AGFIP pour les aménagements de poste. Et en fait, il faut se rendre compte que les personnes déficientes visuelles, ce sont celles qui sont le plus touchées par le chômage. Il y a plus de 50% d'entre elles qui sont au chômage. Et en fait, nous, on va pouvoir casser les petites barrières qui sont bloquantes pour le travail. Mais il faut se rendre compte que, par exemple, quand on est à la campagne, si on n'a pas de voiture et qu'il faut une voiture pour aller au travail, on trouve le moyen d'acheter une voiture. Là, c'est exactement la même chose et ça coûte moins cher qu'une voiture. Mais très concrètement, toutes ces innovations que l'on voit pour des personnes effectivement qui ont une déficience, est-ce que notre système de soins, parce que ça c'est une vraie question, les investisseurs et vos venture capital poussent à vendre, est-ce que notre système de soins est prêt justement à amortir toutes ces innovations qui fait que demain sera beaucoup plus confortable ? Ça, c'est la grande question. Donc après, en France, on a un système qui est très performant, mais en fait, tant qu'on n'a pas les accords, par exemple avec la sécurité sociale, on ne sait pas du tout si c'est être remboursé et à combien. Donc ça dépend pas de nous et ça dépend que des acteurs publics. Pour conclure, Rémi, une question un peu plus personnelle. Donc vous avez créé Arta, qui a reçu notamment le prix du président de la République du concours Lépine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? En fait, moi, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est qu'en fait, les technologies qui existaient pour les déficients visuels, la plus efficace pour la mobilité, ça reste la canne blanche. Donc, c'est une technologie qui existe depuis le 19e siècle, parce que il faut un sol à peu près plat pour que ça marche. Et je me suis dit, on peut changer la vie des personnes déficientes visuelles si on leur fournit une image, même très simple. Et en fait, ça va remettre les personnes déficientes visuelles acteurs de leur mobilité. Parce qu'en fait, il y a des technologies qui existent, de guidage, d'alerte. Mais en fait, c'est la personne déficiente visuelle qui va être guidée et qui va pas être maître de la décision. Nous, on fournit l'information et c'est le cerveau de l'utilisateur qui va décider de se dire, ça, c'est une voiture, je reconnais la forme d'une voiture. Tiens, j'ai envie de parler à cette personne qui est à ma droite, qui se rapproche. Et c'est pas la machine qui va décider pour elle. Une vraie rupture technologique. Merci beaucoup Rémi Duchalard pour Arta, A-R-T-H-A. Le numérique pour tous spécial innovation. C'est fini pour aujourd'hui. Merci encore cette année d'être de plus en plus nombreux à télécharger nos podcasts et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.